Merci Lucie. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Donc aujourd'hui, l'idée consiste non pas à balayer l'ensemble de la réglementation qui est un sujet vaste, mais bien d'aborder les évolutions réglementaires à partir du 1er janvier 2020, donc applicables depuis un an, et puis surtout de tenter d'exposer les évolutions du 1er janvier 2020 ayant apporté finalement beaucoup plus de complexité que de lisibilité, vous donner à tous intervenants autour des opérations de chantier le moyen de suivre la réglementation de la manière la plus pragmatique et la plus simple possible. C'est une réglementation qui, à l'origine, a été bien construite avec pour intention de sécuriser les travaux suite à des accidents qui ont eu lieu de grande gravité, en particulier à Lyon, mais à d'autres endroits aussi, à Bondy et autres. Donc, il y a eu des morts lors de terrassements sur des chantiers. À ce moment-là, le législateur s'est emparé du sujet de la sécurité des chantiers et cette réglementation est arrivée. L'aspect réglementaire donc et sécurité de chantier a été le premier, et puis petit à petit, on s'est aperçu que devant les contraintes exposées en particulier par les exploitants de réseaux nationaux, eh bien, il convenait de faire des adaptations qui sont apparues et mises en application à partir du 1er janvier 2020. Ces adaptations induisent pas mal d'exemptions, de cas particuliers qui créent de la complexité. Donc, pour éviter d'être noyé dans ce flot de cas particuliers, je souhaite aujourd'hui vous donner à vous, responsables de projet, donc maître d'ouvrage, et puis aussi entreprise de travaux, la possibilité de trouver du sens à cette réglementation en vous appuyant sur les bons interlocuteurs. Alors on peut passer, je vais prendre le contrôle, peut-être Lucie, passer. Là vous avez vu voilà. Alors Donc, par là, contre, le sondage ne marche pas. Je suis désolée. Ah, d'accord. Voilà. Bon, l'idée de ce sondage, c'était de connaître un petit peu mieux le panel de participants que vous êtes, pour savoir si vous êtes essentiellement des responsables de projet, si vous êtes concernés par cette réglementation en tant que maître d'ouvrage, en tant qu'assistant au maître d'ouvrage et essentiellement soit AMO, soit maître d'œuvre, ou en tant qu'exploitant de réseau, sensible ou non sensible, ou en tant qu'entreprise de travaux. Donc c'était une façon de mieux vous connaître pour adapter éventuellement mes propos, mais n'hésitez pas à intervenir si je passe à côté de points qui vous paraissent peu clairs. Alors, voici voici le sommaire. Donc, on va traiter de l'AIPR, qui est un sujet réglementaire particulier qui concerne tout le monde. Donc, c'est important de revenir dessus. On va revenir sur les évolutions réglementaires récentes, comme je l'ai indiqué, sur les 3 fascicules qui ont été mis à jour et qui qui sont un petit peu le point de référence pour chaque intervenant, et puis également les évolutions réglementaires qui touchent les entreprises certifiées en détection et géoréférencement, et indirectement qui touchent l'ensemble des acteurs. Alors, l'AIPR, c'est l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux qui existe sous trois formats. Il y a l'AIPR concepteur, l'AIPR encadrant, l'AIPR opérateur. L'idée, c'était ici de connaître votre profil de détenteur d'AIPR. On va y revenir. Donc, les 3 profils d'AIPR, c'est l'AIPR concepteur qui concerne tous les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les prestataires certifiés en détection et géoréférencement.
Donc, l'AIPR, c'est quoi? C'est une autorisation qui est délivrée par l'employeur, et qui est consécutive à un examen QCM qui est passé dans un centre d'examen. Donc, il faut avoir un certain nombre de points à ce QCM et ensuite, selon le profil du QCM, eh bien, votre employeur peut vous délivrer l'AIPR correspondante. Donc l'AIPR concepteur, on a vu, l'AIPR encadrant concerne les encadrants d'entreprises de travaux, donc les conducteurs de travaux et toutes les personnes de l'entreprise qui sont en situation d'encadrement de chantier. Et puis, on a l'AIPR opérateur qui concerne essentiellement les conducteurs d'engins, les suiveurs, toutes les personnes qui interviennent à proximité des réseaux sur les chantiers. L'AIPR est valide 5 ans et ce n'est pas un sauf-conduit général, donc elle ne dispense pas de toutes les autres formations obligatoires, en particulier les habilitations électriques et les différentes aptitudes, certificats à la conduite d'engin, etc. Il y a des équivalences, c'est-à-dire qu'un jeune diplômé ou un jeune titulaire de certains CACES donc, va pouvoir reconnaître une équivalence AIPR, c'est-à-dire que sur la base de son titre de qualification ou de son diplôme, l'employeur peut délivrer le certificat, l'autorisation à son collaborateur. Pour certaines opérations, en particulier les interventions à proximité d'ouvrages électriques aériens, les habilitations peuvent suffire à la délivrance de l'AIPR. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a eu en France, on a potentiellement un public de 200 à 300 000 personnes concernées par l'AIPR dans les entreprises de travaux publics et auprès de tous les prestataires qui œuvrent autour du chantier. Je pense aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage. Mais en fait, l'AIPR se généralise et on a aujourd'hui donc pratiquement tous les intervenants de chantier sont autour de la conduite d'opération d'une manière générale, sont détenteurs de l'AIPR. Ça n'est plus vraiment un sujet. On entre bientôt, puisque les premières AIPR ont été passées en 2016 à titre expérimental, on va entrer en 2021 dans le cadre du renouvellement des premières AIPR. N'hésitez pas à m'interrompre si si vous avez des questions. Donc, on a, pour les exploitants de réseau, à partir du 1er janvier 2020, on a quelques modifications, en particulier la charge de la connaissance du réseau est reportée sur l'exploitant de réseau, c'est-à-dire que l'exploitant de réseau, depuis 1 an, a obligation de répondre pour les réseaux sensibles en DT et en DICT, ODT et ODICT en classe A. Si l'exploitant de réseau sensible n'a pas la possibilité de produire une cartographie en classe A, c'est-à-dire que s'il a des plans que l'on qualifie de non conformes, alors il doit lui-même procéder aux mesures de localisation avec un délai supplémentaire de 15 jours qui lui est octroyé pour répondre, ou alors il peut demander au responsable de projet de procéder à des investigations complémentaires, c'est-à-dire la localisation des réseaux existants, et à ce moment-là, le responsable de projet refacture la prestation à l'exploitant. Donc sur le principe, ça semble assez simple. Quand vous envoyez une déclaration de travaux, une DT ou une DICT, et que vous recevez un récépissé de DT ou de DICT où le responsable ou l'exploitant demande à ce qu'on procède à des investigations complémentaires, eh bien, vous procédez en tant que maître d'ouvrage, vous faites procéder à ces prestations et vous les refacturez à l'exploitant.
ou encore l'exploitant demande un rendez-vous sur site pour fournir les informations de localisation directement. Donc tout ça, ce serait très simple, sauf que l'exploitant bénéficie à la charge de produire la cartographie, mais il bénéficie aussi de tout un tas de petites exemptions qui sont relativement délicates à interpréter et qui font que la réglementation, depuis le 1er janvier 2020, est plus compliquée qu'il n'y paraît. Si on la lit telle qu'elle est exposée là, c'est assez simple. L'exploitant remet des plans précis au maître d'ouvrage et les travaux peuvent se faire dans ces conditions-là. La réalité, on va le voir, est un petit peu différente. Donc l'idée dans cet atelier, c'est de vous dire, plutôt que de vous empêtrer dans des cas particuliers qui sont devenus nombreux, appuyez-vous sur vos partenaires et en particulier sur le maître d'œuvre qui est là pour vous apporter toute clarification et piloter à votre place la complexité de la réglementation. Alors, les prochaines échéances en matière de réponse en classe A pour les exploitants de réseau, c'est 1er janvier 2020 pour les exploitants de réseaux sensibles en zone urbaine, 1er janvier 2026 pour les exploitants de réseaux sensibles en dehors des zones urbaines, et en même temps pour les exploitants de réseaux non sensibles en zone urbaine, et 1er janvier 2032 pour les exploitants de réseaux non sensibles en dehors des zones urbaines. Donc on le voit, il y a une progressivité de l'obligation de cartographie de qualité de façon à ce que les exploitants ne soient pas submergés par la charge de l'amélioration de leur cartographie. Aujourd'hui, de 2020 à fin 2025, eh bien, ce sont uniquement les exploitants de réseaux sensibles, ce qu'on appelle réseaux sensibles, c'est grosso modo tous les réseaux d'énergie. Ce sont ces exploitants de réseaux sensibles qui ont la charge de produire une cartographie précise lorsqu'ils répondent au DT et au DICT. Il y a quelques autres évolutions dans la réglementation. En particulier, on dit que pour les branchements, l'incertitude de localisation en classe B passe pour les réseaux sensibles comme pour les réseaux non sensibles à 1 mètre au lieu de 1,50 m auparavant. Ça, c'est presque un détail qui concerne surtout les entreprises de travaux. Et puis, il y a également, pour les exploitants de réseau, report de l'obligation d'utiliser le PCRS, donc le plan de corps de rue simplifié, qui est un plan mutualisé géoréférencé qui permet la représentation des réseaux sur les réponses au DT et des ICT. Donc, le PCRS a pris un petit peu de retard dans sa mise en œuvre et l'obligation d'utiliser le PCRS a été repoussée au 1er janvier 2026. Donc ça, ce sont les évolutions pour les exploitants de réseau, et on a également des évolutions pour les responsables de projet. Alors, pour les responsables de projet, les IC sont obligatoires, c'est-à-dire que c'est lui qui doit procéder aux IC. Ce qu'on appelle les IC, ce sont les investigations complémentaires, donc la détection des réseaux enterrés, dès lors que ces IC sont demandés par l'exploitant de réseau sensible. Donc on l'a vu, si l'exploitant n'est pas en mesure de fournir une cartographie précise, il peut demander dans son récépissé d'été ou de DICT la réalisation d'investigations complémentaires. Alors ça a sauté. Bon,
Donc, je suis sur la diapositive 16, je ne sais pas, Oui, oui, des oui, petits c'est bon. sauts. Donc, quand l'exploitant de réseau demande à ce que le responsable de projet réalise la détection des réseaux, eh bien, il doit le faire, c'est obligatoire. Et comme on l'a vu, le responsable de projet mandate un prestataire certifié qui procède à ce travail d'investigation complémentaire et refacture à l'exploitant le coût des investigations complémentaires. Donc ça devrait bien marcher, facilement marcher, efficacement marcher. La grosse difficulté, c'est qu'il y a tout un tas d'exemptions pour l'exploitant qui sont difficilement interprétables pour le responsable de projet. Et du coup, ça fait, on va dire, quelque chose sur le principe qui devrait être très simple, mais qui en pratique est tout de même assez compliqué. Et finalement, aujourd'hui, ce dispositif ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les exploitants demandent assez régulièrement des investigations complémentaires obligatoires. Le responsable de projet les fait, mais par contre, le responsable de projet, comme c'est un petit peu difficile pour lui, et en particulier, c'est difficile pour lui de procéder à la refacturation, eh bien, le responsable de projet répond très peu à l'exploitant en lui retournant à la fois le résultat des investigations complémentaires et la facture correspondante. C'est un dispositif qui devrait fonctionner, mais le formalisme, à la fois chez les responsables de projet, dans les collectivités d'une manière générale, et chez les exploitants, pour se refacturer des prestations, surtout d'un petit montant, c'est pas si simple que ça, et ça fonctionne plutôt pas très bien. Donc aujourd'hui, clairement, on a les responsables de projet qui doivent sécuriser les chantiers à la demande de l'exploitant. C'est pas toujours très facile à faire parce que les interprétations réglementaires sont nombreuses. Et en même temps, on a un responsable de projet qui souhaite sécuriser ses chantiers et qui peut de lui-même réaliser des opérations de localisation, c'est-à-dire en fait de la détection de réseau, hein, c'est pour connaître l'occupation du sous-sol dès lors que la faisabilité ou que la sécurité des travaux le justifie. Et ça marche plutôt bien, c'est-à-dire qu'on a des responsables de projet qui, globalement, sont plutôt conscients de l'importance de connaître l'occupation du sous-sol avant de démarrer des travaux et qui font procéder à ces opérations de localisation. Ce qui ne marche pas, c'est que le résultat de ces travaux de détection ne sont pas retournés ni facturés aux exploitants. De mon point de vue, ça n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que les chantiers soient sécurisés. Il y a une... Oui. Oui, ma question concernait les IC. Pourquoi, du coup, d'emblée, ce n'est pas intégré dans la prestation qui est fournie voilà. Qui est fournie par qui? Par l'entreprise qui a réalisé les travaux ou le maître d'ouvrage ou... Alors, je vais répondre à cette question tout à l'heure parce que je vais vous présenter un logigramme. En fait, l'obligation de sécurisation du chantier revenait jusqu'à fin 2019 au maître d'ouvrage. C'est lui qui devait localiser et faire procéder à la localisation des réseaux. À partir du 1er janvier 2020, cette charge revient à l'exploitant, donc c'est à l'exploitant de fournir des réseaux précis. Malheureusement, la cartographie des exploitants n'est pas encore à jour, donc les exploitants peuvent demander au responsable de projet de procéder lui-même à la localisation des réseaux, donc à la sécurisation du chantier, quitte à ce que le responsable de projet, le maître d'ouvrage, refacture ce travail à l'exploitant. Mais ça, ce dispositif-là, qui est lié au fait que la cartographie des exploitants est de qualité inégale, en tout cas qu'elle n'est pas suffisamment précise partout, ce dispositif-là fonctionne assez mal. Donc aujourd'hui, il faut considérer que
l'obligation de sécuriser les chantiers existe toujours, parce qu'il y a une obligation de résultat pour la sécurité des chantiers, mais que finalement, là où les maîtres d'ouvrage auraient pu s'appuyer sur les exploitants, cet appui n'est pas si solide que ça, parce qu'il y a beaucoup d'exemptions. Donc c'est un peu comme ça. On devait passer d'une charge du maître d'ouvrage à l'exploitant en 2020, et en fait, aujourd'hui, la charge est copartagée et ça crée plus de complexité que de simplification. Donc ça, c'est le résultat de la réglementation et de son évolution. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On en est sur une situation où on a besoin de sécuriser les chantiers. Ça reste. On a des exploitants qui ont une cartographie inégale et qui tantôt remettent de la classe A, c'est-à-dire des plans précis, tantôt n'ont pas cette possibilité-là et demandent au maître d'ouvrage de faire ce travail. Et ce tri-là, entre la part que doit faire le maître d'ouvrage, la part que doit faire l'exploitant, elle est relativement difficile à expliquer et à clarifier pour un maître d'ouvrage autour d'une réglementation qui n'est pas simple. Donc la préconisation qui existe et qui est aujourd'hui, à mon avis, la bonne issue pour mener des chantiers en toute sécurité, c'est de s'appuyer sur le maître d'œuvre. Il faut savoir que le maître d'œuvre, lui, n'a pas d'obligation au titre de la réglementation. Il est passé un peu à côté. Néanmoins, le responsable de projet, le maître d'ouvrage, peut lui confier l'ensemble de ses obligations. Et ça, c'est essentiel. Ça permet au maître d'ouvrage de sécuriser ses chantiers dans un cadre réglementaire qui est devenu confus, mais en s'appuyant sur un sachant qui est le maître d'œuvre. Et ça passe par deux étapes. La première étape, c'est de confier dans la lettre de mission du maître d'œuvre, de confier les obligations du maître d'ouvrage au maître d'œuvre. Donc, c'est une délégation des obligations. Le maître d'ouvrage, dans la lettre de mission qu'il rédige, dans le contrat de maîtrise d'œuvre, dit au maître d'œuvre, c'est vous qui allez porter le respect des obligations pour moi. Et la deuxième étape, c'est que le maître d'œuvre, donc en concertation avec le maître d'ouvrage, suive l'ensemble des obligations qui incombent au maître d'ouvrage. Alors, là, je vois quelque chose qui n'est pas très lisible. Si, c'est bon. Bon. C'est bon, là, oui. Ouais, donc il y a un problème sur la diapositive précédente, c'est ça Là, je la vois sans... Oui, sans les formes. Ouais. Je vois. Bon, on va passer outre. Alors, dans ce logigramme, on a le rôle du maître d'ouvrage. Et on voit, alors ça veut dire que ce logigramme, c'est un extrait de la réglementation qui se concentre sur les obligations du maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on fait abstraction des obligations de l'exploitant, on fait abstraction des obligations de l'entreprise de travaux ou du prestataire en détection. On est vraiment sur la partie de la réglementation qui concerne le maître d'ouvrage. Et on voit que ce rôle a été divisé en deux colonnes, une colonne rose qui est à gauche et une colonne orange qui est au centre. Cela signifie, dans la colonne rose, c'est le rôle que le maître d'ouvrage conserve, et dans la colonne orange au centre, c'est tous les rôles, toutes les obligations que le maître d'ouvrage peut confier à son maître d'œuvre dans la lettre de mission. Donc là, on est, vous voyez, dans une organisation de la relation maître d'ouvrage-maître d'œuvre, où finalement le maître d'ouvrage conserve
son rôle de donneur d'ordre, il envoie les ordres de service, il valide les devis, il procède à l'envoi des bons de commande, il procède aux réceptions, il paie les factures. Il est clairement dans un rôle de maître d'ouvrage, et le maître d'œuvre, lui, il est dans les aspects tout à fait pratiques, dans son métier technique et réglementaire. En phase AVP Pro, c'est lui qui va analyser le projet, c'est lui qui va envoyer les DT aux exploitants. Dans l'emprise des travaux, il va procéder au plan de synthèse des récépissés de DT. Il va évaluer la demande d'investigation complémentaire éventuellement formulée par l'exploitant. Il va réaliser un plan de préconisation d'IC et rédiger la commande pour le prestataire certifié. Il va analyser le devis du prestataire et le retourner au maître d'ouvrage. Il va également retraiter les plans qui viennent du prestataire en matière de détection, et puis intégrer les données de détection dans le DCE, dans le dossier de consultation des entreprises. Et dernier point important, il va intégrer au marché de travaux, dans le règlement de consultation, dans les pièces administratives et dans le bordereau des prix, il va intégrer les clauses techniques et financières qui vont permettre de payer l'entreprise en cas de découverte de réseau non prévu. Donc, on voit qu'on a un ensemble d'obligations qui incombent au maître d'ouvrage et tout un volet de responsabilité qui est très important. On voit aussi que si on sait les différencier, les répartir entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, eh bien, on peut reporter, le maître d'ouvrage peut facilement sécuriser ses chantiers à la fois techniquement, financièrement, juridiquement, en s'appuyant sur le maître d'œuvre. Donc ça, de mon point de vue, c'est un point essentiel de la réglementation, c'est que dès lors que le maître d'ouvrage s'appuie sur son maître d'œuvre, il est tout à fait en situation très facilement de respecter parfaitement la réglementation et de sécuriser ses chantiers. Alors là, on est en phase étude, et on a le prolongement de cette répartition maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, également en phase travaux. Alors, une petite question en passant qui avait été prévue, hein, c'était les opérations de détection de réseau, investigation complémentaire ou opération de localisation, considérons que c'est sensiblement la même chose, sont conseillées naturellement dès la phase étude. C'est-à-dire que dès lors qu'on lance des études, il est important de connaître la localisation des réseaux souterrains, ne serait-ce que pour valider techniquement la faisabilité du projet. En phase préparation de chantier, en général, on va faire les sondages intrusifs, mais on ne sera plus dans les opérations de détection non intrusive. On va être dans de la confirmation de présence de réseau. Alors là, on a une page sur laquelle je vais passer parce qu'elle n'est pas lisible. Et on passe au prolongement du logigramme pour la phase travaux. On voit aussi que les obligations en rose du maître d'ouvrage se limitent finalement à la rédaction des OS, à la réception des comptes rendus et des éléments de marquage-piquetage, paiement de la facture de marquage-piquetage, à la réception des travaux, et le maître d'œuvre en orange, lui, va s'occuper de toute l'interface réglementaire et technique avec les entreprises et avec les exploitants de réseau en cours de chantier. En particulier, lors de la direction de travaux, c'est lui qui va solliciter la réunion de marquage-piquetage, qui va la planifier, qui va convoquer les entreprises à la réunion de marquage-piquetage et qui va faire co-signer le compte-rendu de marquage-piquetage. En cas d'arrêt de chantier, c'est lui qui va gérer avec l'entreprise l'arrêt de chantier en collaboration avec les exploitants et qui va veiller à la bonne application des clauses techniques et financières, ce qu'on appelle les CTF, pour que l'entreprise qui voit son chantier arrêté pour cause de découverte d'un réseau imprévu, par exemple, eh bien, ne soit pas pénalisée financièrement.
En cas d'accrochage au réseau, c'est le maître d'œuvre en concertation avec le maître d'ouvrage et l'exploitant qui va définir quelles sont les étapes de reprise des travaux. Donc l'intérêt de cette réglementation, et je le rappelle, c'est aussi de clarifier les responsabilités en cas d'accrochage. Si c'est une cartographie défaillante, on va plutôt mettre la responsabilité sur l'exploitant. Si c'est un accrochage lié à une imprudence sur le chantier ou à une mauvaise application du guide technique, on va mettre plutôt la responsabilité sur l'entreprise de travaux. Si c'est un défaut d'application réglementaire, oubli d'envoi DT, de DICT, oubli de marquage-piquetage, alors là, la responsabilité revient au maître d'ouvrage. Et à l'occasion des opérations de réception, eh bien, le maître d'œuvre va veiller à la réception des plans de récolement, à ce que les plans de récolement soient précis, complets, avant de les transmettre au maître d'ouvrage et aux exploitants de réseau. Donc on a là encore, en phase travaux, un rôle central du maître d'œuvre dans la réglementation, en assistance au maître d'ouvrage, pour peu que le maître d'ouvrage ait effectivement prévu de confier ses obligations réglementaires au maître d'œuvre. Donc ça, c'est une façon de procéder pour le maître d'ouvrage qui est une manière très pratique de se libérer du poids réglementaire en confiant les obligations au maître d'œuvre. Une question ici qui est posée au sujet du marquage-piquetage. Donc le marquage-piquetage est une obligation de l'exploitant de l'entreprise, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre. Eh bien clairement, le marquage-piquetage se fait sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Et donc, c'est le maître d'ouvrage qui doit faire réaliser le marquage-piquetage à sa charge. Une fois que le marquage-piquetage est réalisé, il y a une réunion de marquage-piquetage qui est organisée souvent par le maître d'œuvre avec l'entreprise. Et à l'occasion de cette réunion de marquage-piquetage, l'entreprise réceptionne le marquage-piquetage et prend la responsabilité de l'entretien du marquage-piquetage tout au long de la durée des travaux. Pour les entreprises de travaux, quelles sont les évolutions réglementaires? Finalement, elles sont assez limitées. C'est l'application systématique de la règle des 4A à suivre en cas de dommage à un ouvrage, arrêter les engins après avoir dégagé les réseaux, je prie d'excuser la faute, alerter les secours, aménager une zone de sécurité autour du chantier et accueillir les secours quand ils se présentent. Toutes les évolutions des fascicules se trouvent sur le site de l'INERIS et j'invite l'ensemble des intervenants à s'y reporter. Quel est l'intérêt des opérations de détection qu'on appelle IC ou OL? Là, en fait, toutes les réponses sont bonnes. Hein. C'est à la fois de sécuriser le chantier, de fiabiliser les études, de limiter les avenants financiers et de limiter les dépassements de délai. Quand on parle de sécurisation de chantier, on parle aussi de sécurité juridique pour le responsable de projet en particulier, puisque c'est lui qui porte un point important dans l'application de la réglementation. Donc les investigations complémentaires sont bien au centre, les opérations de détection sont bien au centre de la sécurité du chantier, pour peu qu'on les réalise en phase étude, comme le prévoient les textes. Souvent, la détection n'est pas faite en phase étude et elle est faite un peu tardivement en phase préparation de chantier. C'est évidemment trop tard parce que si on s'aperçoit de la présence de réseaux non souhaités, eh bien, il va falloir reprendre les études alors qu'on est en phase préparation de chantier. Il va falloir éventuellement procéder à des dévoiements supplémentaires et ce n'est pas une bonne solution ni en termes financiers ni en termes de respect de délai. Le plan de récolement, là aussi, il est obligatoire. Il doit être réalisé par une entreprise certifiée et il doit être précis et géoréférencé.
aussi bien en planimétrie qu'en altimétrie. Alors, pour l'ensemble des intervenants, toutes les mises à jour de la réglementation se trouvent sur le site de l'INERIS dans 3 fascicules, qui sont les dispositions générales. C'est le fascicule 1, qui est d'application obligatoire. Donc, le fascicule 1 nous dit en quelques 130 pages quelles sont toutes les dispositions réglementaires. Le fascicule 2, c'est le guide technique qui s'adresse essentiellement aux entreprises de travaux, comment intervenir pratiquement à proximité des réseaux. Donc, les entreprises sont souvent très au fait du contenu du guide technique. Et puis, les annexes, tout ce qui est formulaire et autres documents pratiques, les CERFA se trouvent dans le fascicule 3. Reportez-vous si vous avez, ce sont les documents de référence, hein, donc reportez-vous à ces documents sur le site Construire sans détruire. C'est là où se trouve toute la réglementation à jour en permanence. Alors, petite annexe pour les entreprises certifiées en détection et en géoréférencement. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est les méthodes de détection imposées pour les réseaux électriques. Donc aujourd'hui, les entreprises de détection doivent se connecter de façon physique au réseau conducteur et ne plus localiser ces réseaux uniquement à l'aide de géoradars. Donc il s'agit, l'intention est ici de caractériser les réseaux de façon certaine, c'est-à-dire qu'on détecte un réseau depuis son origine jusqu'à son extrémité, et cela impose de mettre en place des procédures d'accès en lien avec les exploitants de réseau, ce qui prend un petit délai. Il faut compter une semaine pour avoir une autorisation d'accès à un réseau, pour que le prestataire en détection puisse entrer dans un poste, connecter son émetteur de fréquence et localiser les réseaux précisément. Pour ces prestataires, l'AIPR concepteur est obligatoire pour tous ces intervenants, et dans le rapport d'investigation complémentaire, le prestataire doit mentionner les longueurs qui ont été passées en classe A en les différenciant par exploitant de réseau sensible, de façon à faciliter la refacturation de la détection par le maître d'ouvrage vers l'exploitant de réseau. Pour le géoréférencement, on est sur quelque chose d'assez inchangé. Donc, on a toujours les récollements à faire en fouille ouverte, éventuellement par détection, mais la fouille ouverte est évidemment préférable, pour garantir une classe A géoréférencée, et aussi bien en XY qu'en altimétrie. Un rappel, l'obligation du récollement est portée par le responsable de projet. Donc, là encore, j'incite vivement le responsable de projet à faire vérifier le plan de récollement par son maître d'œuvre. C'est plutôt le rôle du maître d'œuvre que de porter cette obligation sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Si c'est l'entreprise de travaux qui réalise elle-même le plan de récollement, eh bien, elle doit être certifiée en géoréférencement ou sous-traiter la prestation à un prestataire certifié, et elle doit être rémunérée pour cette prestation. Voilà, pour ma part, j'ai terminé la présentation. Je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. On a une question de Monsieur Ludovic Patural. Oui, je vous en prie. Vous pouvez allumer votre micro, Monsieur Patural? Voilà, vous m'entendez? Oui. Donc, bonjour, Ludovic Patural, responsable des services techniques pour une commune. J'ai bien suivi vos échanges et avant le 1er janvier 2020, énormément de choses incombaient au maître d'ouvrage. Apparemment, depuis le 1er janvier 2020, il y a eu un transfert vers l'exploitant, mais qui du coup n'est pas effectif vu qu'il y a beaucoup de problèmes de communication
sur le recollement ou les plans de classe A. Donc, c'est encore le maître d'ouvrage qui a de fortes responsabilités pour la mise à jour du réseau, même s'il le reporte sur le maître d'œuvre. Si je comprends bien, le plus gros des responsabilités et de l'endommagement porte encore sur le responsable de projet. C'est vrai, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que si on refait l'historique de l'application de la réglementation, depuis 2012, la réglementation est en vigueur et on a évalué que les exploitants de réseau auraient jusqu'au 1er janvier 2019 pour mettre leur cartographie, je parle des réseaux sensibles, pour mettre leur cartographie en classe A. Donc, ça fait, depuis 2012 jusqu'en 2019, les exploitants de réseau avaient une longue période pour améliorer la cartographie des réseaux. Ce travail a été fait, on va dire, partiellement et avec du retard. Et finalement, en 2019, il a été décidé, ça s'est décidé un peu avant, mais en tout cas, de reporter d'1 an cette échéance, c'est-à-dire que l'échéance d'obligation de classe A était reportée du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. Malgré tout, les exploitants de réseaux sensibles n'ont pas profiter de ce délai supplémentaire pour mettre l'ensemble de leur cartographie en conformité. Et donc, ils sont tentés et obtenus de la part du ministère un certain nombre d'exemptions qui portent sur différents sujets qui sont la possibilité de remettre de la classe A sans altimétrie, ce qui a permis de requalifier une bonne partie de la cartographie pour la faire passer de la cartographie ancienne qui n'avait pas d'altimétrie, pas de Z, a pu passer en classe A et devenir conforme. Mais on sait que sur beaucoup de chantiers, la charge n'est pas toujours respectée, donc l'indication de l'altimétrie est importante pour la faisabilité d'un chantier. Première exemption dont ont bénéficié les exploitants de réseau. Deuxième exemption, ils ont pu également se défausser de l'obligation de classe A sur certains secteurs particuliers comme les traversées de route, les traversées de carrefour, des endroits où les réseaux étaient en échec de détection et du coup les plans où figurent des réseaux qui traversent des routes qui ne sont pas en classe A sont devenus des plans conformes. La troisième exemption importante porte sur la représentation des branchements. On a considéré que les branchements qui étaient existants sur la cartographie n'avaient pas besoin d'être représentés en classe A, ils pouvaient être représentés en classe B. On a considéré que les branchements absents sur la cartographie qui bénéficiaient d'un affleurant visible, comme un coffret par exemple, un coffret électrique, n'avaient pas besoin d'être représentés en classe A sur les plans. Donc tous ces cas d'exemption ont fait que la cartographie qui est produite aujourd'hui par les exploitants de réseau est une cartographie à trous d'un point de vue réglementaire et surtout en matière de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a tantôt pas d'altimétrie, tantôt pas de branchement, tantôt pas de traversée de route en classe A. Donc, on a finalement une cartographie qui ne permet pas véritablement de sécuriser les chantiers. Comme on est dans des cas d'exemption qui ont été accordés par le ministère, eh bien, il revient à nouveau au responsable de projet qui, lui, va agir en responsabilité. S'il souhaite sécuriser son chantier, il lui revient de compenser ces cas d'exemption et donc de faire procéder à des opérations de localisation des réseaux pour connaître leur profondeur, pour connaître précisément la position des branchements, pour connaître la position des branchements, des réseaux lors des traversées de route et des carrefours. Et je suis d'accord avec vous, on est dans une situation intermédiaire où l'exploitant de réseau remet de la classe A là où il a pu la requalifier facilement, et partout où il a des doutes, en fait, il n'a pas vraiment d'obligation de remettre de la classe A. Et dans ce contexte, partout où il y a des zones un petit peu sensibles, un petit peu délicates techniquement, et la charge revient, ce qui est souvent le cas, hein, la charge revient au maître d'ouvrage. Et c'est un des problèmes de fond de cette évolution réglementaire, c'est qu'elle a laissé beaucoup de trous,
pour permettre finalement aux exploitants de remettre assez facilement une cartographie conforme, alors qu'elle ne suffit pas à sécuriser les chantiers. Je vous remercie. Juste un élément que je signale quand même, c'est que selon la durée des études, il y a quand même des coûts supplémentaires induits pour les collectivités qui sont absolument énormes, parce que vous pouvez être amené, vu qu'il faut que les DT et les ICT aient un certain délai pour avoir une validité, vous pouvez le faire sur des études préliminaires, en phase AVP, en pro DCE, et une 4e fois au moment du chantier. Donc, alors, bon, ça c'est vrai pour l'envoi des DT, hein, puisque les DT sont valables pendant 3 mois. Donc, si les études sont longues, eh bien, on va être amené à envoyer les DT, à faire les déclarations de travaux en début d'études. Et puis, ensuite, juste avant de lancer le DCE, ben, on va recommencer pour voir s'il n'y a pas une modification. Mais par contre, quand on procède à des investigations complémentaires ou bien à des opérations de localisation des réseaux en phase projet, on a une sécurisation du chantier qui est faite une bonne fois pour toutes. Après, il revient au maître d'œuvre de s'appuyer sur ce plan de détection pour vérifier au moment du DCE qu'il n'y a pas eu des modifications, ou ça se passe au moment du plan d'exécution. Mais en général, on a relativement peu de modifications de réseau qui justifieraient de refaire une seconde opération de détection. Donc envoyer les DT, c'est rapide et ça coûte pas grand-chose. C'est pas ça tellement qui est préoccupant. On a une question à l'écrit de Monsieur Bruno Bjornery qui veut savoir si un porteur de projet peut savoir s'il s'agit d'une classe A dérogatoire lors de la réponse de l'exploitant. Oui, il faut savoir lire les légendes des plans, lire les commentaires envoyés par les exploitants. Tout ça, ça n'est pas standardisé. Donc, si on a un exploitant Enedis ou GRDF, on ne va pas avoir forcément la même légende. Je cite ces deux-là, mais évidemment, il y en a d'autres. Hein, tous les exploitants de réseaux sensibles d'une manière générale, mais même d'ailleurs les exploitants de réseaux non sensibles, parce que quand Orange ou un autre opérateur télécom nous donne une fibre optique comme réseau non sensible, on peut se poser la question de la pertinence de cette classification, parce que couper une fibre optique, ça peut avoir des conséquences très importantes, y compris financières. Donc, l'exploitant de réseau sensible va donner les indications relatives à la sensibilité du réseau, va l'indiquer dans les commentaires et dans la légende, et ensuite, il faut avoir une personne, en l'occurrence, moi je préconise que ce soit le maître d'œuvre parce qu'il est habitué à ça, donc il faut ça fait partie d'ailleurs de ses missions techniques de base, hein, c'est pas un avenant à prévoir dans le contrat de maîtrise d'œuvre pour ce type d'accompagnement, mais le maître d'œuvre va devoir être pertinent, expérimenté pour bien lire les plans qui sont retournés par les exploitants. Et on peut tout à fait connaître d'après les plans des exploitants quels sont les tronçons en classe A, en classe B, sans altimétrie, les branchements non visibles, tout cela, ça peut se lire assez clairement sur un plan d'exploitant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on est bon. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Verrier, pour votre présentation. Merci à tous d'avoir participé. Donc, je vous rappelle que demain, il y aura 2 ateliers. Le premier à 10h30 sur la cartographie des réseaux et le second à 11h30 sur l'innovation plan réalité augmentée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Oui, Merci ce qu'on peut dire, c'est que ce sera disponible en replay. Oui. Et
si, je pense que nos coordonnées seront fournies. Oui. Et s'il y a des questions qui sont posées après coup, vous pourrez les adresser par mail et puis on saura vous y répondre, on apportera toutes les réponses. Exactement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, en vous souhaitant une bonne fin de journée. Merci, vous aussi.